Parce qu'en fait, il y a une chose à savoir, c'est que dans l'espèce humaine, l'angoisse la plus forte pour tout le monde, c'est l'angoisse de l'inconnu. L'angoisse de l'inconnu. Quand on ne sait pas ce qui va se passer, quand on ne sait pas à quelle personne on va avoir, l'angoisse de l'inconnu, c'est la chose la plus forte. Hein. Et tout le monde, les petits, les enfants, les bébés, les enfants, les adolescents, les adultes, tout le monde s'accroche à ce qu'il connaît, parce que même si ce qu'on connaît est douloureux et pénible, au moins on connaît, et c'est moins fort que la peur de l'inconnu. Je donne juste un petit exemple, c'est que les enfants qui ont été maltraités, par exemple, quand on les confie à d'autres adultes, finalement, d'une certaine manière, sans s'en rendre compte, ils arrivent à rendre maltraitants de nouveaux adultes, parce que c'est ça qu'ils connaissent. Hein. C'est ça qui les a fait souffrir, et en même temps, c'est ça qu'ils connaissent, donc c'est à ça qu'ils s'accrochent. C'est des cercles vicieux qui sont très difficiles à défaire. Alors, juste pour introduire ce que va dire Élise, c'est pareil dans la vie de tout le monde. On a eu les parents qu'on a eus. Hein. Il n'est jamais trop tard d'ailleurs pour avoir une enfance heureuse. Hein, c'est une petite parenthèse, ça. Je veux dire, le problème c'est de se réconcilier avec son enfant. C'est pas de changer les parents, hein, mais c'est d'apaiser, de tranquilliser nos souvenirs d'enfance. Voilà. Et donc on a eu chacun les parents qu'on a eus, on a eu chacun les souvenirs qu'on a eus, mais il faut faire et parfois c'est très agréable, parfois c'est une enfance heureuse, parfois c'est une enfance malheureuse. Enfin, il y a toutes les histoires chacun, mais il faut bien savoir que dans toutes les rencontres qu'on va faire dans notre vie, on va toujours essayer de rechercher quelque chose de ces images premières, même si elles nous ont fait souffrir. Alors évidemment, il y a une petite place pour le nouveau, je vous rassure. Hein. Vous n'allez pas forcément épouser une femme qui ressemble à votre mère ou un homme qui ressemble à votre père, heureusement. Mais il y a toujours quelque chose quand même qu'on essaie de retrouver dans les relations nouvelles, parce que si elles sont complètement nouvelles, elles font super peur. Donc effectivement, dans le cadre du transfert, donc le transfert, c'est ce qui va se passer du patient vers le médecin. Et on va nommer le contre-transfert, ce qui va passer du médecin donc vers le patient. Donc le contre-transfert, il ne faut pas imaginer que c'est forcément négatif. Le contre-transfert, il peut être tout à fait positif. Et en tout cas, il n'a pas forcément de valence ou de valeur positive ou négative. Il est qualitatif dans beaucoup d'autres domaines. Donc finalement, qu'est-ce que désigne le transfert au niveau de sa définition? Je vais la faire le plus simple possible parce que vous avez le poli du... Vous l'avez pas? Il est très compliqué le poli. Bon. Je pense qu'une définition simple qui vous servira pour plus tard, quel que soit votre avenir, c'est le transfert désigne le vécu psychique inconscient, donc on est vraiment dans l'inconscient, du patient envers le médecin. Et donc, comme le disait Monsieur Gols, ça peut être donc une image paternelle la plupart du temps, enfin en tout cas avant, ou enfin un médecin qui va nous rappeler notre mère, notre frère, notre sœur, notre grand-mère, en tout cas des relations, des affects qu'on aura déjà connus avant et souvent dans l'enfance. Mais tout ça, ce sont des choses complètement inconscientes. Donc on peut pas, qui dit inconscient, c'est pas des choses qu'on se raconte à soi-même quand on est face à son docteur ou quand on est docteur face à son patient. Mais ce transfert, il est important parce que finalement, quand on rencontre un patient en tant que médecin, on va voir un petit peu comment se comporte le patient à notre égard. On peut avoir par exemple un patient qui va être extrêmement dépendant, qui va écouter avidement tout ce qu'on lui raconte, qui va dire oui docteur à toutes nos phrases, qui va suivre toutes nos préconisations, voire parfois un peu trop, de façon très rigide. Et qui va tout faire pour qu'on soit content d'eux, comme si justement l'enjeu de la relation pour eux, c'était qu'on soit content de leur travail de patient. Donc là, on peut voir qu'il y a un transfert particulier du patient envers le médecin, qui peut parfois rappeler justement l'attitude d'un enfant envers un de ses parents, qui va tout faire pour plaire à son parent et que son parent soit content de lui. Ou l'aime, tout à fait. On peut avoir d'autres types de transferts un peu plus particuliers qui peuvent renvoyer parfois à certains traits de personnalité. Par exemple, des patients ou des patientes qui vont être dans la séduction de leur médecin et qui vont donc être dans des attitudes de séduction permanentes dans le cadre de l'entretien. Et là encore, on peut peut-être parler d'une forme de transfert et qui va être empreint, bien évidemment, des éléments de personnalité du patient, mais qui sont, je pense, intimement liés.
Donc on peut voir que le transfert, il va venir donner une coloration particulière à la relation médecin-patient et le médecin n'est pas passif là-dedans puisqu'il va aussi ressentir des choses, il va aussi, lui aussi, il va se passer des choses de son côté face à tel patient ou un autre. Il faut signaler aussi les patients agressifs, par exemple, qui ont pour habitude depuis leur enfance d'être agressifs avec tout ce qui leur rappelle l'autorité. Et donc, avant même que la relation commence, ils sont déjà agressifs par rapport aux médecins en ayant peur que ce soit une nouvelle figure d'autorité dans leur vie. Ou des patients persécutés par leur médecin. Euh, donc, à l'inverse, nous, en tant que médecin, on peut ressentir des choses à l'égard d'un patient. Parfois, un patient peut nous rappeler, en tout cas, on peut avoir des reviviscences d'une image grand maternelle ou grand paternelle face aux personnes âgées, par exemple. En tout cas, ça va venir donner aussi une coloration pour nous et d'ailleurs distinguer chacun de nos patients. Quand on a une journée de consultation, en général, on regarde tous les noms des patients qu'on va voir et on va parfois avoir un petit peu plus de plaisir ou un petit peu plus d'agacement ou un petit peu plus d'angoisse à l'idée de recevoir tel ou tel patient qu'on connaît déjà. Donc ce contre-transfert, il peut être positif, négatif, et donc il se passe, c'est vraiment quelque chose de tout à fait parallèle avec ce qui se passe dans le transfert, et de façon inconsciente. Un autre exemple pour ceux qui seront pédiatres, par exemple, là aussi, pourquoi on devient pédiatre? Bon, chacun doit s'interroger là-dessus, mais les enfants dont on s'occupe peuvent vous rappeler l'enfant que vous auriez aimé être, peuvent vous rappeler les enfants que vous n'avez pas. Il y a des pédiatres qui sont stériles et qui n'ont pas d'enfants et qui s'occupent des enfants des autres en remplacement. Enfin, je veux dire, tout ça rentre en jeu dans la relation médecin-malade. Et évidemment, le médecin doit essayer de faire un petit peu le clair, un peu de clarté sur tout ça. Alors ce transfert, donc comme je vous le disais, il a une dimension inconsciente, même si là finalement on en parle et on en parle comme si il était conscient. Quand on veut faire référence à nos sentiments conscients à l'égard d'un patient et à ce qu'un patient pourrait éprouver à l'égard de son médecin, on va employer un autre type de terminologie, on va employer le mot attitude contre attitude. Hein. Donc l'attitude et les contre-attitudes donc dans la relation médecin-patient et la dimension consciente, fait référence à la dimension consciente, alors que le transfert et le contre-transfert vont faire référence à une dimension inconsciente, mais on parle finalement des mêmes choses. Alors, en quoi, dans la pratique quotidienne, c'est intéressant justement de se questionner sur l'existence de ce transfert et de ce contre-transfert. Donc, je vais parler finalement du transfert, du contre-transfert, donc ce qu'on vit nous en tant que médecin. Par moment, en tout cas dans l'activité de psychiatrie, il peut être aidant. Alors, il ne va pas avoir valeur de symptômes et d'éléments diagnostiques objectifs, clairs dans notre pratique, mais il va nous aider dans ce qu'on ressent à l'égard de certains patients. Et avec de l'expérience, quand on va rencontrer beaucoup de patients et se faire une idée de la connaissance qu'on peut avoir de soi et de ses réactions et de ses émotions, ben on va avoir certains sentiments à l'égard d'un patient et on va pouvoir se guider avec ces sentiments-là. Donc tout à l'heure, vous parliez de l'autisme. Donc effectivement, on a l'habitude de dire qu'avec les enfants autistes, ils renvoient quand même... Alors, je ne sais pas si vous avez déjà en tête ce que c'est que la pathologie autistique. Le critère principal d'un syndrome autistique, c'est vraiment les difficultés relationnelles. Donc la non-réciprocité de la relation. Et donc ce sont des enfants qu'on dit habituellement être dans leur bulle, en tout cas qui vont avoir du mal, enfin, qui ne vont pas maintenir le regard, qui ne vont pas être dans le lien avec l'autre. Et donc, quand on est avec un enfant autiste dans un bureau de consultation, par exemple, au-delà de tout ce qu'on va recueillir comme symptomatologie objective, diagnostic, à visée diagnostique, eh ben, c'est des enfants parfois qui vont nous donner un vécu un petit peu d'étrangeté. On va sentir que l'atmosphère est moins chaleureuse ou que, comme ça va être laborieux d'entrer en relation avec ces enfants et de jouer autour de choses de petits, et ben on va avoir tendance comme ils vont nous mettre en difficulté là-dedans, on va peut-être les trouver un peu moins sympathiques ou un peu moins avenants.
Et donc ça peut faire partie de nos critères diagnostiques internes qu'on ne va pas écrire bien évidemment dans nos observations, mais qui vont nous aider à prendre connaissance un petit peu de la pathologie ou de la symptomatologie du patient. Donc le transfert, de contre-transfert d'une certaine manière, il peut venir guider, aider le diagnostic, essentiellement dans le champ de la psychiatrie et de la psychologie. Alors, il peut aussi être un frein, ce contre-transfert. Parce que, par exemple, quand on est dans d'autres spécialités, comme par exemple l'oncologie ou l'hématologie, donc, qui vont très souvent diagnostiquer des pathologies assez graves avec un risque vital important, et ben, il suffit qu'on ait un contre-transfert positif envers un patient qui va nous rappeler, je ne sais pas, notre grand-mère, par exemple, ou en tout cas quelqu'un qu'on aura aimé. Et quand on c'est vrai. Quand on va être donc dans l'idée que peut-être il va y avoir un diagnostic très, très grave, donc par exemple une tumeur, le diagnostic d'une tumeur, si on est pris dans son contre-transfert de façon massive, on va chercher absolument soit à aménager le patient, on va être gêné de lui dire, ou alors on va nier l'évidence du diagnostic, on va multiplier les examens complémentaires pour se dire que finalement ça n'est pas ça. On va se retrouver avec certains patients vraiment dans une difficulté d'annoncer le diagnostic, alors même qu'avec d'autres, ça nous semblera beaucoup plus fluide. Et je crois que là, dans ces moments-là, le contre-transfert est à l'œuvre. J'insiste un tout petit peu sur ce point qui est vraiment très important. D'abord, vraiment, c'est vrai que si, quelle que soit votre spécialité, si un patient, par exemple, vous énerve terriblement, ou si au contraire vous vous dites qu'est-ce que je suis content de le recevoir ou de la recevoir tout à l'heure, il faut vraiment se poser la question. Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en moi qui fait que j'ai ces mouvements affectifs trop intenses par rapport à ce qu'on appelle la neutralité bienveillante? Et je reprends un autre exemple dans le domaine de la pédiatrie ou de la psychiatrie de l'enfant. C'est vrai qu'avec les bébés ou les très jeunes enfants qui n'ont pas encore le langage, eh bien, la sémiologie passe par ce qu'on peut voir, les différents signes qu'on observe, que vous apprenez, que vous apprendrez, mais la sémiologie passe aussi parce que les enfants, parce que l'on ressent. Et ça, il n'y a pas moyen de faire autrement. Là, c'est un outil formidable, parce que les enfants nous font sentir des choses qu'ils ne peuvent pas nous dire. Et par exemple, si un enfant est triste, un enfant de 18 mois qui a une dépression du bébé, vous apprendrez ça plus tard, il ne peut pas nous dire je suis triste. Comment est-ce qu'il va nous faire sentir ça? Il va nous le faire sentir parce qu'on va sentir en nous, il est en retrait, pourtant il est dans son coin tout seul, et pourtant il va nous faire sentir le besoin d'aller le chercher pour s'en occuper et lui apporter quelque chose. C'est-à-dire que sa façon de se communiquer, c'est de projeter des émotions dans notre tête, alors bien sûr il n'a pas les mots. Alors que le même retrait, Élise Torgeman vient d'en parler, le même retrait chez un enfant autiste, si on décrit le retrait, c'est un enfant qui ne communique pas, qui serait bon. Mais en fait, le même retrait chez un enfant autiste, au contraire, va nous faire vivre tout à fait autre chose. On va se sentir exclu, on va se sentir nié dans notre existence, comme si on n'était pas une personne mais une chose, rejetée. C'est comme une espèce d'affront. Voilà. Donc un même retrait, c'est ce qu'on peut observer objectivement. Mais pour le savoir si c'est un retrait de type plutôt dépressif ou plutôt autistique chez un tout petit, eh ben, il faut prendre absolument en compte ce qu'on ressent. Donc là, le contre-transfert n'est pas simplement un outil utile, c'est un outil indispensable absolument. Voilà. Et encore une fois, je redis, chaque fois que vous avez quand même une contre-attitude consciente, très intense, du côté de l'hostilité ou au contraire de la tendresse, il faut quand même se demander qu'est-ce que ce patient nous fait vivre, à qui il ou elle me fait penser, à quoi ça me renvoie dans mon histoire, est-ce que j'en fais pas un peu trop d'un côté ou de l'autre? Alors, je pense m'arrêter pour cette partie-là. Je ne sais pas si vous avez autre chose. Alors, la troisième dimension qu'il s'agissait d'aborder, puisque là, on a beaucoup parlé en tout cas de l'apport de la psychanalyse, je dirais, dans ce qu'on pourrait dire de la relation médecin-patient. J'aime bien dire médecin-patient plutôt que médecin-malade. Mais bon. Mais je crois que c'est médecin-malade dans votre cours. En tout cas, il y a quelque chose d'essentiel dans la relation médecin-patient, dont on parle très souvent et à toutes les sauces, c'est la notion d'empathie. L'empathie. Alors, en plus, il s'agirait pour tout médecin aujourd'hui, en tout cas, on se dit qu'un médecin est forcément empathique. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'empathie? L'empathie, il faut surtout et essentiellement la distinguer de la sympathie. C'est compliqué de dire on peut dire qu'on a de la sympathie pour un patient,
Mais en tout cas, l'idée, c'est quand même, elle n'est pas là. Hein. Alors pourquoi est-ce que justement on va différencier empathie et sympathie? La sympathie, c'est la capacité à ressentir la même chose que l'autre. Pathos, c'est sentir, et en, ça veut dire dedans. Oui. C'est ce qu'on ressent dedans. C'est ce qu'on ressent. Bah, donc du coup, c'est l'empathie alors. Bah oui, je parle d'empathie, là. Ouais, mais là, c'est la sympathie. C'est pas assez sympathique, avec vous. En tout cas, il y a, enfin, au-delà des mots qu'on emploie, il faut faire la distinction, mais qui, je pense,